je vais vous raconter un peu plus comment on est finalement revenu sur un peu le Bachan et quels ont été les événements qui ont fait qu'on s'est intéressé à ce Bachan, alors que, comme l'a montré Marie juste avant, c'était des champs qui existaient depuis plus longtemps et qui n'étaient pas forcément exploités. Donc, comme vous l'avez compris, finalement, ce retour vers le Bachan, il est possible parce qu'il y a eu plusieurs avancées, notamment par rapport aux aimants avec très peu d'hélium, à des avancées au niveau des systèmes de réception, donc des antennes, et au niveau des gradients. Donc ça, on va en reparler. Et le fait aussi que grâce au champ, on a pensé à des systèmes d'acquisition et des schémas d'acquisition différents où on va faire, par exemple, quand on acquiert notre espace de Fourier, donc acquérir un espace de Fourier moins dense et avec des reconstructions adaptées pour accélérer les acquisitions. Et enfin, donc, effectivement, l'utilisation de l'IA pour débruiter, pour corriger certains artefacts, permet aussi d'avoir une qualité d'image qui va être plus importante. Donc ça, c'est les facteurs qui ont été nécessaires pour que le Bachan puisse avoir un nouvel intérêt et vienne s'insérer dans un parc hospitalier, disons, parmi les autres IRM plus conventionnels. Alors, on aime bien toujours, des fois, faire des petits points sur l'attractivité en termes de publication de l'IRM. Donc, l'IRM Bachan, on voit la progression depuis les années 60. Mais nous, ce qui va nous intéresser plus particulièrement ici, c'est le 0,55 Tesla. Alors, le 0,55 Tesla, il n'est pas toujours appelé Bachan, il est aussi appelé champ intermédiaire. Donc, il ne rentre pas forcément dans ces critères-là. Et par contre, sa réémergence, elle a lieu vraiment plutôt en 2019. Et en 2019, moi, il y a un papier qui m'a beaucoup marqué. C'est le papier de Campbell. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un imageur clinique à 1,5 Tesla, donc avec un imageur conventionnel, avec donc un système performant, avec des gradients. Donc les gradients, c'est ce qui permet vraiment de faire la localisation de notre signal RMN. C'est ce qui nous permet d'avoir des résolutions fines et qui vont jouer dans la qualité de notre image. Donc là, ils avaient des gradients élevés et ils ont baissé le champ magnétique de cet équipement. Et ils l'ont baissé à 0,55 Tesla. Et donc, ils ont fait des comparaisons de champs sur les mêmes personnes, avec les mêmes séquences d'acquisition où on va voir certains intérêts. Nous, les intérêts qui nous intéressent, désolé c'est tous les organes où on va avoir des interfaces air-tissu importantes qui, à 1,5 Tesla, bon là ici c'est à 1,5 Tesla, sont peut-être moins intéressants qu'à 0,5 Tesla. Donc là, typiquement, vous avez l'imagerie du poumon, un poumon sain d'un côté, vous voyez pas, pardon, hop, je suis désolée. Donc, à gauche, vous avez un poumon sain, à droite, un poumon pathologique. Et donc, en haut, vous avez les images acquises à 0,55 Tesla et sur le même sujet, donc acquises à 1,5 Tesla. Ici, avec strictement les mêmes critères d'acquisition et donc les mêmes durées d'acquisition. Et là, on voit que effectivement, dans le parenchyme pulmonaire, vous allez retrouver du signal que vous perdiez avant à plus haut champ. Dans ce papier, donc on avait également de l'imagerie. Alors, je suis pas sûre que je vais pouvoir du coup par là avec le partage d'écran. Ils ont montré qu'on était capable de faire des images dynamiques avec donc une résolution temporelle de 11,3 millisecondes, donc effectivement avec une résolution dégradée, mais pour
donc notamment pour étudier la partie ORL et notamment le fonctionnement de la langue pour la déglutition et tout ça, ça peut être très intéressant comme application. Donc on a moins de déformations liées aux parties, donc à tous les canaux aériques qu'on va avoir dans l'organisme. À bas champ, donc ce qu'on a dit, c'est que le principal défaut, c'est le rapport signal sur bruit. Donc effectivement, le rapport signal sur bruit, dans notre image, donc ça apparaît sous la forme de, vous voyez là, si vous comparez les deux acquisitions, vous avez ici des images qui sont plus bruitées qu'à 1,5 Tesla. Donc là, vous avez l'image du cerveau et l'imagerie cardiaque. Donc, du coup, il me manquait une petite dia, bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme on a dit, les T1, les T2, tous ces temps de relaxation, ça impacte la durée de vie de notre signal qu'on veut recueillir. Donc ça impacte le contraste, ça impacte la durée de vie de notre signal, et à 0,55 Tesla, en fait, la durée du signal, elle est plus longue qu'à 1,5 Tesla. Et donc, faire du cartésien, ici, c'est pas forcément optimum pour du 0,5 Tesla. Donc, il faut réfléchir et repenser des séquences d'acquisition. Donc, les séquences qu'on utilise à champ classique, elles sont pas optimisées pour du 0,55 Tesla. Et là, typiquement, en utilisant donc une acquisition plutôt spirale, ici on voit qu'on gagne au niveau rapport signal sur bruit, donc on a des images qui vont être moins bruitées. Donc là, c'est pas les mêmes séquences qu'on compare, mais par contre, c'était la même durée d'acquisition. D'accord ? Ça veut dire qu'en pratique clinique, on prendrait la même durée d'acquisition dans un examen. Donc, autre opportunité spécifique au champ ici que l'on a avec l'équipement que l'on a, c'est la possibilité d'avoir une ouverture plus large. Et ça permet de venir étudier des populations qui étaient plus difficiles à examiner avec un champ standard. Et notamment, ça va donner l'opportunité d'étudier plus les phénomènes de surpoids et d'obésité et les problématiques. Donc déjà parce que c'est des patients souvent qui ont des problèmes de santé assez importantes. Et aussi parce qu'en faisant la revue de la littérature, il y a une équipe qui est assez dynamique qui a présenté aussi pas mal de travaux chez les femmes enceintes à 0,55 Tesla. Donc au niveau, donc pour l'étude de l'obésité, du coup on a une publication qui a fait du coup, qui a regardé la possibilité de refaire entre guillemets de l'imagerie Dixon classiquement utilisée, sachant que ces imageries, elles partent d'un a priori assez fort qu'on est capable de distinguer l'eau et la graisse par différence fréquentielle. Et plus on monte en champ, plus cette différence fréquentielle elle est importante. Donc quand on baisse en champ, potentiellement, c'est plus difficile à faire. Donc eux, ils ont démontré que en adaptant bien les acquisitions, on était capable d'avoir de l'imagerie de graisse qui est très bien contrastée ici et de l'imagerie de l'eau, où ils ont fait ici en différents stacks d'images du corps entier, ce qui permet de venir sonder et mesurer les volumes des tissus adipeux, donc les tissus adipeux viscérales ici en rouge et les tissus adipeux sous-cutanés, et aussi donc de quantifier dans les organes la proportion de graisse, donc qu'on nomme souvent la fraction de graisse par densité de protons, PDFF. Donc au niveau donc du coup de l'étude
de l'imagerie fœtale, donc chez les femmes enceintes, c'est pouvoir diagnostiquer les anomalies du fœtus et du placenta. Il y a plusieurs points intéressants grâce au bâchant. C'est qu'on a premièrement dit, on a moins d'effets de susceptibilité magnétique au niveau des interfaces air-tissu. Et du coup, pour l'imagerie fœtale, du coup, c'est intéressant parce que on va avoir moins de distorsions dans les images qui sont liées en général à l'air des intestins des femmes enceintes. Et aussi, on a moins d'artefacts B1 liés à la conductivité élevée du liquide amniotique. Deuxième point qui est lié à l'ouverture du champ. Donc, on a plus de place pour pouvoir faire penser les femmes enceintes et surtout, celles qui nécessiteraient réellement d'avoir de l'imagerie IRM, c'est les femmes enceintes en situation d'obésité. Parce que souvent, on n'est pas capable de leur faire une échographie. À cause de l'épaisseur de graisse, les ondes mécaniques s'atténuent très rapidement et donc on a des difficultés à venir sonder l'état de santé du fœtus et souvent, le surpoids et l'obésité peuvent être des risques de complications au niveau de la grossesse. Donc là, il y a de très jolies études qui ont émergé donc d'une équipe au King's College où ils sont allés faire de l'imagerie quantitative. Donc, ils ont retracé des cartographies T1 au niveau du cerveau chez le fœtus. Donc là, vous avez l'imagerie du cerveau et les cartographies. Donc là, vous pouvez étudier l'évolution du cerveau à différentes semaines de gestation. Donc c'est une étape assez, au niveau gestationnel, c'est une étape clé où effectivement le cerveau est en construction et évolue très rapidement et où on a des valeurs de T1 qui évoluent. Et ici, donc, vous avez le cas de bébés pathologiques. Et ils ont aussi également étudié donc, le placenta, puisque beaucoup de complications de grossesse sont liées à l'état de santé du placenta, qui ne peut plus apporter les nutriments ou l'oxygène au bébé. Donc, ils ont refait également donc, des cartographies quantitatives de l'ADC, donc du coefficient de diffusion, et du T2 mapping, pour étudier l'état de santé du placenta. Et juste ici, donc, je vous montre donc, une imagerie d'un fœtus avec ici, donc vous reconnaissez les poumons. Donc là, la problématique poumon chez le fœtus, du coup, on a des poumons qui sont remplis de liquide amniotique, donc on n'a pas du tout le même contraste que quand on est adulte, disons, où on a nos poumons qui sont remplis d'oxygène. Et enfin, donc, on a dit moins d'effets de susceptibilité magnétique. Donc, c'est intéressant pour tout ce qui est évaluation d'implantation des prothèses pour vérifier si la prothèse est bien implantée. Là, vous avez la comparaison sur une prothèse de hanche, donc avec la même personne qui a été imagée à 0,55 Tesla et 1,5 Tesla, où on a effectivement moins de distorsion de l'image. Après, donc du coup, pendant les petits, vous aurez accès à quelques images qui ont été faites sur le 0,55 chez nous, où on vous présentera de l'imagerie ostéo-articulaire, de l'imagerie neuro et de l'imagerie du coup abdomen-thorax. Voilà. Donc ça, c'était plus une revue de la littérature de ce qui sort actuellement.